de phlébovirus, c'est-à-dire c'est des virus qui sont transmis par les phlébotomes. Les phlébotomes, si vous ne savez pas ce que c'est ça. Vous voyez pas tellement bien probablement. C'est en fait des petits insectes qui font le tiers de la taille d'un moustique. Ils sont totalement silencieux. Par contre, quand ils piquent, au moment où ils piquent, ils font pas mal, mais après, la piqûre est extrêmement douloureuse, la posteriori. Donc les gens ne savent pas par quoi ils ont été piqués. Et en gros, ça a été complètement, ça passe inaperçu. La seule chose qui fait penser aux phlébotomes dont on parle dans la population, c'est que c'est les agents de la leishmaniose, et que donc les gens qui ont des chiens qui font des leishmanioses, ils savent que c'est des phlébotomes, mais ils ne savent pas forcément à quoi ça ressemble. Donc, on va parler de ces virus. Donc en fait, voilà, les virus qui sont transmis par les phlébovirus, ils peuvent être transmis par des phlébotomes, ils peuvent être transmis par des phlébotomes, ça c'est les phlébotomes de l'ancien monde, ils peuvent être transmis par des phlébotomes du nouveau monde qui sont totalement différents, rien à voir. Ils peuvent être transmis par des Aedes, le virus de la vallée du Rift, ça doit être un phlébovirus qui est transmis par Aedes, d'autres qui sont transmis par les phlébotomes, et puis il y en a même qui sont transmis par des tiques. Donc on voit que c'est pas parce qu'ils s'appellent phlébovirus qui sont uniquement transmis par les phlébotomes. Et donc ça c'est un peu en 2009 quand on a commencé à travailler sur ces virus, c'est un peu le panorama de ce qu'on avait de connaissances génétiques de ces virus. Les virus pour lesquels il y avait des séquences, on voyait que tous ceux pour lesquels il n'y a pas de séquence, c'est des virus qui étaient connus mais non séquencés, ou alors des virus qui ont été découverts après, c'est quand même assez pauvre comme image. Donc on va parler en fait de phlébovirus dans les phlébotomes de l'ancien monde, et donc où est-ce que ça se trouve ces bestioles? Ça n'a pas du tout le même biotope que les moustiques traditionnels. Ouais. Donc ça ne vit pas du tout dans le même environnement que les moustiques Aedes, Culex qu'on a l'habitude de côtoyer. Vous voyez que ça vit en fait dans ces environnements qui sont, on va dire, proches des animaux domestiques. Ça vole très très peu, ça a des périmètres de vol qui sont de moins de 200 à 300 mètres. Donc il n'y a pas de diffusion. Et donc en fait ça explique pourquoi pour la leishmaniose et pour les maladies transmises par ces virus, en général c'est des micro-focus qui peuvent être extrêmement localisés, qu'on va avoir dans un bloc de maison et puis pas juste à côté. Et ça se capture avec des espèces de pièges lumineux comme ça, qui permettent de les capturer et de les garder en vie. Donc ce qu'on a commencé à faire quand on a commencé à travailler sur ces virus, c'était d'abord d'essayer de faire un inventaire un peu. Donc ça, c'est ce qu'on a fait depuis, c'est des sites de capture qu'on a fait depuis 2009. Vous voyez, on a commencé par Marseille et puis Nice, on a même commencé avant, on a commencé en 2005-2006. On a fait la Corse, ensuite on a fait le nord de l'Afrique avec la Tunisie et l'Algérie, et puis on est allé un peu dans le Pyrénées-Orientales, et puis on est remonté un peu dans le nord de la France, donc tout ça étant fait de façon un peu, c'est pas aléatoire, mais donc c'est au gré des collaborations, des sites, et ça c'est difficile, voilà, c'est difficile à faire, il ne faut pas une entomologiste, il faut que ce soit disponible, et quand on en a, on n'en capture pas énormément. Donc toutes ces captures, si on regarde déjà ce qu'on a sorti de ça, la Tunisie est un bon exemple, puisqu'en Tunisie on travaille depuis 2008, donc de 2008, 2009, 2010, 2011, 4 années successives. Vous voyez que chaque fois, donc on a là en fait les espèces de phlébotomes qui sont concernées, et puis chaque fois qu'on a une étoile, c'est un virus qu'on a isolé. Donc comme vous pouvez voir, il y a d'abord une assez bonne efficacité, un taux d'infection qui est assez élevé, par rapport aux moustiques c'est beaucoup plus élevé, et puis il y a quand même une variété qui est assez importante, puisqu'on a à ce jour au moins 5 virus qui ont été détectés en Tunisie. Au départ, il n'y avait aucune notion de ces virus circulant en Tunisie. Donc il y en a qui étaient connus, comme virus Toscana, et puis il y en a qui étaient connus, mais pas en Tunisie, c'est le virus Arbia, par exemple, qui n'infecte pas l'homme. Et puis il y en a des nouveaux qui étaient inconnus qu'on a découverts, donc ces deux-là, la punique et utique, on a découvert dans le nord de la Tunisie. Et puis il y en a des nouveaux qu'on vient de découvrir, qui pour l'instant ne sont pas encore caractérisés. On est en train de séquencer. Et si vous regardez le message qui est important à retenir, c'est que chaque année où on a fait des captures avec des chiffres assez modérés, en détectant, en isolant ces virus un par un, on n'a pas eu des rendements extrêmement importants. Alors la première année, c'est la chance du joueur la première fois au casino. Et vous voyez que ce qu'on a fait en 2010, qu'on a reconnu en 2011,
c'est qu'on a commencé à avoir une approche qui est une approche un peu brutale, dans laquelle on ne faisait plus du tout d'identification du phlébotomes. On savait à peu près quelle était la répartition, et donc on prenait ces phlébotomes, on les foutait dans des tubes poulés 30 par 30, et donc au lieu d'en tester 1000 ou 1500 ou 1200, on en a eu quasiment 5000, et sur ces 5000, on a trouvé plus de virus. Donc bon, plus on va capturer, plus on va trouver de virus, donc on n'est sûrement pas arrivé au bout de la diversité génétique. Alors en France, on a fait un peu la même chose. Alors l'efficacité est un peu moins bonne, mais enfin quand même en France, on a aussi trouvé du Toscana dans les phlébotomes. On a trouvé un virus Massilia qu'on a découvert, et vous voyez qu'on le retrouve chaque année. Vous allez voir que ce virus, en fait, il est non seulement à Marseille, à Nice, en Corse, à Brive-la-Gaillarde, dans les Pyrénées-Orientales, il est partout où on l'a cherché en France. Alors, il faut peut-être monter et chercher plus loin. Et puis on a quelque chose qui est assez intéressant, un virus qui a plus été rapporté comme circulant depuis 1987, qui est le virus Naples, et qui a été détecté en Corse l'été dernier. Donc voilà le résultat, bon les trucs en vert, on voit bien, voilà le résultat de ces données. Si vous vous souvenez de l'arbre précédent, qui était complètement décharné, ce qu'on a, c'est qu'effectivement, on a donc toujours le virus Toscana dont on sait que c'est un pathogène, et puis autour, on a des virus, des nouveaux virus qui ont été détectés. Vous voyez que la topologie de l'arbre est quand même beaucoup plus renforcée. Alors il y a deux choses importantes, c'est que tous ces virus-là, voilà, tous ces virus qui sont dans ce sérocomplexe, dans l'ancien monde, en fait, pour être clair, il y a deux sérocomplexes majeurs, le sérocomplexe Naples et le sérocomplexe sicilien, qui correspondent à des virus qui ont été isolés au moment de la Deuxième Guerre mondiale, à Naples et Sicile. Et vous voyez que dans le sérocomplexe Naples, c'est-à-dire que tous ces virus-là sont indistinguables en technique de sérologie type ELISA, type immunofluorescence, type réaction d'unification du complément. Ils réagissent tous, ils réagissent de façon croisée, un peu comme les rickettsies. Et en fait, il faut utiliser des techniques qui sont plus fines, on va voir, pour arriver à partir des anticorps, à pouvoir identifier quel était le virus qui a infecté l'hôte, humain ou animal, et qui a développé ces anticorps spécifiques. Donc ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, ce virus, Naples, là, celui-là, c'est un pathogène humain, ce Toscana, c'est aussi un pathogène humain, et le sicilien, c'est un pathogène humain. Les autres, on n'a aucune idée aujourd'hui de savoir si c'est un pathogène humain. Et justement, la question qu'on se... C'est le même arbre. Voilà, la question qu'on s'est posée, c'est finalement dans ces groupes de virus, en particulier dans le groupe sérocomplexe Naples, Toscana, où il y a tous ces virus-là, est-ce qu'ils sont tous capables d'infecter l'homme, ou est-ce qu'il n'y a que Toscana qui est capable d'infecter l'homme et de le rendre malade? Et un peu la même chose pour Sicilien. Alors, pour faire ça, ce qu'il faut avoir, bien entendu, premièrement, c'est des données de séroprévalence, et en fait, que ce soit les données humaines et animales, elles sont extrêmement rares. Deuxièmement, le mapping des virus, c'est-à-dire aller capturer les phlébotomes et aller chercher des virus, qui est extrêmement pauvre aussi, parce que vous voyez que pour l'instant, on en découvre en permanence, donc en fait, on n'a pas fait le tour de ce qui existe, on n'en parle jamais. Et le problème majeur auquel on est confronté, c'est que quand plusieurs virus d'un même complexe antigénique circulent au même endroit, comme on peut le voir là, si vous voyez, en France, on a du Massilia et du Toscana qui circulent au même endroit. Et comme ces anticorps ne sont pas spécifiques, comment est-ce qu'on fait la différence entre Toscana et Massilia sur les données de sérologie? Est-ce que c'est possible? Quand on arrive à détecter le virus, c'est pas difficile, on fait son génome, on va le faire par PCR, on va séquencer. Et quand on a un résultat en sérologie, on ne peut pas affirmer que c'est un virus ou l'autre qui a affecté l'autre. Donc, la question qu'on s'est posée, qu'on a partiellement résolue en Tunisie, on va faire la même chose en France, c'est ce problème-là. En Tunisie, on sait qu'il y a deux virus qui circulent, il y a le virus Toscana, il y a le virus Punique. Et les deux circulent exactement dans la même région. C'est la région de Bizerte, c'est au nord-est de la Tunisie. Et donc la question, c'était comment est-ce qu'on fait pour distinguer ces fluovirus à partir de prélèvements sérologiques, et pas uniquement en allant les chercher sur le terrain. Et en fait, à partir des sérums des patients, comment est-ce qu'on peut savoir si monsieur A a été infecté par Toscana, monsieur B par Punique? En fait, on ne sait même pas si Punique il affecte l'homme, et on ne sait pas s'il est pathogène, on n'a absolument aucune idée. Donc la seule possibilité qui permettait de répondre à ces questions, c'était de faire des tests de neutralisation comparatifs, partant du principe que pour identifier la spécificité des anticorps dans un sérum, quand un sérum est capable de neutraliser un virus particulier, en fait, il est également capable de neutraliser des virus proches.
Et donc, si on n'utilise qu'un seul virus, on peut très bien mélanger les anticorps neutralisants en prenant ceux qui ont été développés pour le virus unique contre Toscana. Donc en fait, il faut utiliser plusieurs virus. En l'occurrence, quand on veut séparer ces deux virus, il faut utiliser les deux virus, il faut les comparer, et on va considérer que le patient il a été infecté par le virus Toscana si les titres d'anticorps est plus élevé en Toscana qu'en unique et vice-versa. Donc en fait, les tests de neutralisation, c'est assez simple, hein. C'est-à-dire que quand on a un point rouge, c'est qu'on a un déficit hépatique, donc ça veut dire que les cellules ont été détruites par le virus et que donc le sérum n'a pas neutralisé le virus et que donc il ne contient pas les anticorps permettant de neutraliser le virus. Quand c'est vert, ça veut dire qu'il a permis de neutraliser le virus. Plus le sérum peut être dilué pour neutraliser le virus, plus au départ, il y avait une quantité importante d'anticorps, ces anticorps étaient à fin de tel ou tel virus. Donc si on prend le sérum 2, on voit qu'on a un titre au 80e contre les cellules qui sont infectées par Toscana. Par contre, on a un titre au 640e pour des cellules qui sont infectées par Punic. Donc le résultat, c'est que le sérum 2, il a des anticorps qui sont plus efficaces contre Punic que Toscana, et donc probablement correspondent à une infection par le virus Punic. Pour le sérum 6, c'est le contraire. Hein. Donc voilà ce qu'on a fait comme étude. Donc les questions, c'était est-ce que le virus Punic, dont on sait qu'il est présent, est-ce qu'il est capable d'infecter l'homme, premièrement, et deuxièmement, quelle est la proportion respective dans les séroprévalences entre ces deux virus, sachant que quand on utilise des tests basiques type ELISA, en fait on mélange tout ça, et donc on obtient une séroprévalence de l'ordre de 15-20%, mais dont on ne sait pas quelle est la spécificité à l'intérieur. Donc la première étape qu'on a fait, c'est du test ELISA, tout bête. Donc pour ce test ELISA, on a screené 1273 sérums qui venaient de différentes régions du nord-est de la Tunisie, donc de la région de l'Isère. Et ils ont été testés en fait avec un ELISA Toscana qui en fait accroche le virus sans aucun problème. On a trouvé 516 sérums positifs. La deuxième étape, c'était de faire de la neutralisation contre les deux en parallèle. Et on a rajouté, où on a fait de la neutralisation contre Toscana et Punic, on a rajouté 237 sérums qui étaient négatifs en ELISA pour être sûr qu'on n'avait pas raté en ELISA des sérums qui pouvaient contenir des anticorps anti-Punic. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Donc d'un côté, les virus qui ont réagi avec les sérums qui ont réagi avec le virus Toscana, vous voyez que sur un total de 753 sérums, il y en avait 216 qui étaient négatifs pour les deux virus, donc il n'y avait pas d'anticorps neutralisant. C'était en fait nos 216 qu'on avait rajoutés qui étaient négatifs au départ de l'ELISA, donc on s'y attendait. Ensuite, on en a 87 qui sont au 10e contre le virus Toscana négatif avec Punic, 103 au 20e, 141, etc. Donc, à terme, à la fin, on a un nombre assez important de sérums qui réagissent plus contre le virus Toscana que contre le virus Punic. Et si on fait la conclusion, on va les avoir, 516 sérums qui étaient neutralisants, qui contenaient les anticorps neutralisants pour Toscana, 91 pour Punic, et après, quand on les met en parallèle, en fait, il y en a plus que 21. Donc il y en a 7 sérums qui avaient des anticorps qui étaient aussi efficaces pour les deux virus, donc ça peut vouloir dire que les patients ont été infectés par les deux virus. On n'a pas de conclusion évidente, mais c'est une possibilité. Et 21 sérums uniquement qui avaient des anticorps qui étaient plus, les titres étaient plus élevés pour Punic que pour Toscana. Donc le résultat de cette étude, c'est que quand on prend cette population, on avait en fait 4% de nos anticorps, nos sérums positifs, qui contenaient des anticorps contre Punic et 96 contre Toscana. Ça nous donne deux informations. D'abord, ce virus Punic est capable d'infecter l'homme, mais visiblement à un niveau qui est quand même assez bas. Et donc, la majorité des résultats de tests ELISA qu'on obtenait avec un ELISA Toscana sont en fait effectivement dus au virus Toscana, qui est donc prévalent dans le nord de la Tunisie. Et comme on sait que Toscana, il donne des méningites dans le sud de la France, que c'est un agent majeur, la raison qu'il ne donne pas en Tunisie. En plus, on a isolé le virus en Tunisie, on sait que génétiquement, c'est le même. Donc ce virus Punic, il ne semble pas avoir un impact important en santé publique. Non, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas causer de maladie, mais en tout cas, son taux d'infection chez l'homme est assez bas. Et donc, il n'a probablement pas un rôle important en termes de santé publique. Et il circule probablement, il infecte probablement assez peu l'homme. Donc la situation
suivante, c'est qu'en fait, on va faire la même chose en France. C'est un projet qui est fait en collaboration avec l'UFS. Vous voyez, ce qu'on va étudier, en fait, c'est cette région-là qui est tout le sud-est de la France plus la Corse. Et on prend une région témoin, qui est en fait la région Auvergne-Loire. Donc les 14 000 sérums, ils ont été collectés. Et on va donc tester pour ces sérums la présence de, cette fois, Toscana versus Massilia, parce que c'est les deux virus qu'on connaît, dont on sait qu'ils circulent dans toute cette région, pour voir si, d'abord, quelle est la prévalence département par département, et puis deuxièmement, est-ce que le virus Massilia, on va se poser la même question pour le virus unique, est-ce qu'il est capable d'infecter l'homme? Et deuxièmement, est-ce qu'il il peut avoir un rôle important en termes de santé publique? Je crois que c'est